Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ernst Zürcher. Bonjour, merci de nous rejoindre ici au bord du lac à Bienne. Bonjour. Vous êtes auteur de ce livre, Les arbres entre visibles et invisibles. Vous êtes également chronobiologue. Vous êtes ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur émérite et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée de Berne. Et vous êtes également chargé de cours à l'EPFL et à l'ETHZ. J'aimerais vous poser une question très simple. C'est quoi un arbre? Un arbre, c'est peut-être l'être le plus étonnant au monde. Euh, pour l'homme, certainement, parce qu'il dépasse l'homme dans l'espace par sa taille, mais aussi dans le temps. Il peut atteindre un âge de 5000 ans et plus. Et il est debout, il est vertical. Donc c'est quelque part le pendant de l'homme dans le monde végétal. Et c'est ce qui l'interpelle profondément. Est-ce que, dans notre époque actuelle, est-ce qu'on vit un retour du bois? L'arbre et son bois, naturellement, trouvent un regain d'intérêt, effectivement. Ça, c'est clair que dans le contexte du réchauffement climatique, on a constaté que le bois, comparativement aux autres matériaux, stocke le CO2 qui a un effet de serre. Et chaque fois qu'on utilise du bois, on fait du bien au bilan carbone de ce qu'on fait, de ce qu'on construit. Donc écologiquement, utiliser du bois autant que possible, mais combiné avec les autres matériaux, est très très favorable. Ça, c'est l'aspect matériel, disons, du bois. Est-ce qu'on pourrait dire également que les arbres ont longtemps été sous-estimés par l'être humain? Oui, tant que tout allait bien, apparemment, on a peut-être sous-estimé les arbres et le bois, l'importance du bois. Mais maintenant, on est en train de découvrir que les arbres et surtout les massifs arborés, les massifs forestiers, par exemple tout le bassin amazonien, sont d'une importance absolument capitale pour le système physiologique de la Terre, vu comme organisme. On a besoin de ces forêts pour protéger la Terre contre un rayonnement solaire extrêmement fort. Vous enlevez ces forêts et vous détruisez entièrement le système biologique de la Terre. On découvre également des aspects surprenants auprès des arbres. Les arbres communiquent, les arbres vivent, les arbres se défendent. Quelles sont les récentes découvertes dans le domaine des arbres? Oui, ça devient de plus en plus fascinant. On a récemment, mais il y a déjà quelques années, mais maintenant on commence à intensifier les recherches, appliquer des électrodes sur les arbres. On fait des dendroélectrogrammes et on se rend compte qu'ils pulsent, ils sont en pulsation, en phase avec les rythmes astronomiques, les rythmes terrestres. Et on a même une similitude de fréquence par rapport au fonctionnement du cerveau humain. Voilà qui est très intéressant. On va évidemment y revenir juste après les informations du jour. Alors, Ernst Zürcher, nous voilà de retour. Durant les infos du jour, on discutait de l'importance des arbres en ville, du rôle social également que ces arbres ont ici pour un être citadin. Ouais, pour une personne qui vit en ville, euh, un arbre est presque encore plus important que quelqu'un qui vit beaucoup dans la nature parce qu'on a besoin d'un pendant, d'un ancrage, d'un complément euh, pour s'équilibrer par rapport à la vie de plus en plus intense et trépidante de la ville. Et de pouvoir retrouver un arbre, retrouver un parc, c'est d'une importance sous-estimée en fait pour chacun de nous. Les effets bénéfiques de l'arbre sur l'être humain sont prouvés. Oui, alors il y a toute une série de résultats scientifiques qui montrent que c'est réel, qu'il y a une forêt a un effet sur la santé lorsqu'on s'y promène. Au Japon, on fait des bains de forêt sous accompagnement médical, et on se rend compte que les gens ont un mieux-être absolument clair. Ernst Zürcher, on n'est pas ici par hasard, on est sur le futur potentiel chantier de l'A5. 745 arbres risquent d'être abattus. C'est un abattage massif. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'expert expert du bois? C'est effectivement un chiffre étonnant qui m'étonne personnellement aussi. Euh, à quel point est-ce que c'est vraiment décidé que ces 745 doivent tous partir,
tous être abattus, j'en sais rien, je manque d'informations. Mais admettons que ce soit un chiffre réel, c'est beaucoup plus que ce qu'on s'imagine parce que c'est entièrement concentré sur le front du lac en fait. Et l'image de Bienne est marquée par ces arbres magnifiques ici entre le centre de la ville et le lac. Et le climat de Bienne est très bien protégé et structuré par ces arbres. Tous les vents d'ouest sont freinés par ces arbres-là. Donc, imaginez qu'il faille les abattre tous, pour moi, c'est vraiment difficile. Il faudrait vraiment être très très restrictif et en abattre le moins possible pour maintenir ce patrimoine au maximum possible, surtout aussi par rapport à l'attachement des gens pour ces beaux arbres parmi lesquels on se trouve. Vous me disiez hors caméra que chacun a son arbre préféré. Absolument, vous pouvez demander presque à n'importe qui, chacun a un arbre qui compte pour lui. Et ici, beaucoup de gens viennent se délasser dans ces parcs et ce sera intéressant de leur demander aussi. Là, on a un platane fabuleux devant nous, vous nous en parliez un peu. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? C'est quoi son histoire à cet arbre? Le platane est intéressant. C'est une essence originaire en tant que platane oriental de la région des Balkans, Turquie, Grèce. Et ces platanes ici, c'est des hybrides entre le platane oriental et occidental. Mais du point de vue de la signification de cet arbre, on peut s'en approcher. C'est d'une très très grande dimension. C'est un arbre qui est mis en lien avec la déesse Europe, ce qui est très symbolique, et aussi la déesse Gaïa, la déesse Terre, et fait étonnant avec la santé. Hippocrate et Esculape étaient alliés à l'entité du platane, selon les légendes. Et fait curieux, c'est que le platane est associé avec le serpent, même avec les deux serpents que les anciennes déesses tenaient dans la main. Et ces deux serpents, on les retrouve jusque dans le monde Inca, associés à des bâtiments sacrés. Donc l'arbre a vraiment une valeur bien plus large que ce qu'on pourrait imaginer. Chaque arbre est en fait une sorte d'individu. Lorsque le vent balaye ses feuilles, il produit un son particulier. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de ce grand garçon ici? Quel est son parcours de vie? Comment est-ce qu'il a dû se battre pour grandir? Alors ce platane-ci, malgré qu'il soit penché, a eu vraiment une condition de vie idéale. Il a accès à toute l'eau qu'il lui faut, un sol extrêmement riche. Et c'est un arbre gâté en fait, mais il nous dispense de l'ombre et beaucoup de bienfaits. Par exemple, l'ionisation de l'air autour d'un arbre ainsi est différente, bénéfique pour la santé. Donc ce grand garçon est vraiment très précieux et il faut vraiment essayer de maintenir le plus possible ces arbres. Si on voulait remplacer un tel arbre par des jeunes, disons, qui auraient la même fonction, il faudrait remplacer la même surface foliaire. Et on a calculé que pour un hêtre de 30 mètres de haut, de 100 ans d'âge, qui a 600 000 feuilles, il faudrait le remplacer par 2000 jeunes hêtres avec une couronne de 1 mètre cube chacun. Pensez à ce que ça coûterait de planter 2000 arbres pour remplacer un seul arbre adulte. Voilà l'apport d'un arbre et voilà ce que ça vaut du point de vue financier. On est vraiment dans un rapport de temporalité différent quand on compare l'être humain et l'arbre. Pourtant, ils se ressemblent beaucoup. Est-ce que on parle d'intelligence végétale également? Comment est-ce qu'on pourrait concevoir l'intelligence d'un arbre? Les arbres se ressemblent, mais chacun a son individualité. Chaque essence est vraiment clairement délimitée. Et lorsqu'on réfléchit à l'intelligence de la nature, on s'en rend compte lorsqu'on entre dans la partie invisible des arbres, c'est-à-dire sous le sol par exemple, et on se rend compte que le système racinaire est d'une complexité incroyable. Ils travaillent ensemble avec les champignons, avec les bactéries. Il y a des connexions racinaires, c'est comme un système nerveux souterrain. Et toute la partie physiologique, assimilation, a lieu
de manière aérienne. C'est donc comme un homme inversé. Donc les arbres sont en réseau, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'ils communiquent entre eux? Alors c'est clair, ils communiquent entre eux par des substances chimiques, au niveau de substances d'échange physiologique souterrains. Ils communiquent entre eux, mais éventuellement aussi de manière plus subtile, par des fréquences électromagnétiques, on pourrait imaginer, qu'ils communiquent entre eux. Et c'est peut-être là qu'on a une raison pour laquelle on a certaines personnes qui perçoivent une énergie dans les arbres. Peut-être qu'on a une forme de communication au niveau de ces fréquences qu'on a en commun avec eux. Notre fonctionnement cérébral, par exemple, a des fréquences analogues à celles des arbres qui ont été mesurées. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces arbres vont s'avertir si l'éventuel abattage massif devrait commencer? Est-ce qu'ils vont crier à l'aide ou avertir leurs congénères? Plusieurs fois, des gens m'ont dit j'entends les arbres avoir peur, les arbres sentir que quelque chose les menace, plusieurs jours avant qu'on ne vienne avec la tronçonneuse les abattre. Ça, c'est du savoir non établi, non scientifique. Mais ça m'interpelle quand même, parce qu'en lisant au sujet d'anciennes cultures, par exemple les cultures indiennes, ils avaient les mêmes perceptions. Ils étaient capables de dire ces arbres sentent qu'on va venir les abattre. Et là, il y aurait vraiment des pistes de recherche sur lesquelles travailler. Ernst Sucher, vous êtes récemment pensionné et non retraité, parce que ça sent la pantoufle, comme vous le disiez. Les arbres, c'est une passion pour vous, mais c'est aussi un combat. Et vous avez encore un projet qui mijote. Oui, pour moi, ce qui a changé, c'est que j'ai plus de temps disponible pour me concentrer sur ce sujet-là. C'est donc s'engager pour l'utilisation du bois, pour le maintien et la gestion durable des forêts, mais surtout le maintien des forêts tropicales. Et là, on a un très beau projet en préparation avec l'Université de Lausanne, en Amazonie, l'établissement ou chez des peuples d'Amazonie qui sont menacés d'une université du savoir local, des universités dans lesquelles nous, occidentaux, pourrions aller apprendre des savoirs traditionnels jusqu'à des savoirs chamaniques. Et en Suisse également, vous proposez un système de formation dual qui allie la pratique et la théorie que vous souhaiteriez appeler arboriculteur, le parcours d'arboriculteur. Oui, parce qu'il y a un métier dont le monde a besoin maintenant. Il faudra reboiser, il faudra gérer et protéger les forêts. L'agronomie va devoir se retransformer, devenir agroforesterie. Et pour ça, on a besoin d'un métier au plein sens du titre, un métier qui va devenir prestigieux. C'est le métier d'arboriculteur, un métier où on sait récolter les graines, on connaît les essences, on connaît les besoins des essences, on connaît la technologie de la pépinière, technologie du semis et de la plantation, suivi des plantations, un vrai métier qu'on pourrait initier partout dans le monde selon le système dual suisse, c'est-à-dire travail du terrain dans les entreprises avec un accompagnement de formation théorique dans les écoles habilitées. Ça, c'est une chose qu'on sait très bien faire et que le monde est en train de demander. Voilà une formation qui pourrait inspirer les futures générations qui nous regardent. Ernst Surcher, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé votre temps et votre savoir par rapport à nos arbres ici en ville de Bienne. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, on se retrouve pour la prochaine édition d'Info été. Merci de nous avoir suivis.